Diapo en anglais parce que j'ai pas eu le temps de traduire. Surtout quand j'avais fait pour le CR. Alors, il y a deux types de chants. Il y a les fistules directes et puis il y a les pontages, qu'on appelle volontiers des anses. Donc grafts en anglais. Les fistules, ce sont les chants qu'il faut toujours utiliser en première intention. Ce qui n'a pas été le cas en Amérique du Nord pendant très longtemps, ça n'est que récemment qu'ils ont adopté la même attitude qu'en Europe, pour une raison peu louable, c'est que les temps de dialyse sont beaucoup plus longs avec les fistules qu'avec les pontages, donc c'est moins rentable. Voilà, mais enfin maintenant ils y sont revenus parce que c'est ce qui permet, c'est le chant qui a une durée de vie plus importante, et beaucoup moins de complications. Donc on commence par des fistules radiales. Quand ça se complique, on monte sur le membre et on fait des fistules brachiales. Et quand les deux membres sont utilisés, c'est donc 4 points possibles, il faut bien sûr que les vaisseaux soient suffisamment développés, mais on passe au pontage. Donc les pontages, il y a plus de complications. Alors, autrefois, il y a eu beaucoup de chaînes de dialyse développées dans l'avant-bras, on n'en fait plus, elles sont essentiellement au niveau du bras. Donc il y a deux possibilités, à gauche. Les dernières cartouches, ce sont les anses de cuisse. Et l'anse de cuisse, c'est pas une bonne localisation, c'est un pli de flexion, c'est pas toujours, sur le plan hygiénique, c'est pas extraordinaire, bien sûr. Voilà, donc ça, quand on en arrive là, il faut trouver d'autres solutions, et la transplantation en particulier. Vous voyez que le risque de perte du shunt est beaucoup plus bas pour les fistules que pour les pontages. Et ça nécessite beaucoup moins de gestes interventionnels à titre de revascularisation. Donc il y a bien sûr une raison importante à développer des fistules. Alors avant de mettre en place un shunt, les patients, on va leur mettre un cathé de dialyse par voie veineuse profonde, et puis on va leur faire une cartographie. Alors ça, c'est pas forcément nous qui faisons ces cartographies, on l'a fait pendant un moment, et puis on a plus le temps, donc ce sont souvent les médecins vasculaires. Une cartographie bien sûr des axes artériels, brachiales, savoir où se situe la bifurcation de l'artère brachiale entre radiale et ulnaire. Parfois c'est au niveau du bras, plus souvent c'est au niveau du coude. Et puis l'enregistrement au niveau des artères radiales et ulnaires, qui sont souvent calcifiées, souvent surchargées chez ces patients en ce moment. Voilà, donc ça fait partie du bilan systématique. Et puis ensuite il y a le bilan veineux superficiel. Et là c'est pas très compliqué. Il faut, au niveau de l'avant-bras, il faut suivre la veine céphalique, qu'on appelle aussi radiocéphalique, puisqu'elle est sur le versant radial. C'est celle-là qu'on va utiliser pour les fistules radiales. Donc s'assurer de sa présence, de sa perméabilité, de son calibre. Et au niveau du bras, on va mesurer, on va s'assurer de la perméabilité et on va mesurer le diamètre de la veine céphalique et de la veine basilique. Voilà, c'est pas très compliqué. Donc éliminer des sténoses artérielles, des thromboses artérielles, des surcharges trop importantes, et puis s'assurer de la perméabilité de ces 3 axes veineux. Il y a une grosse différence entre la veine basilique et la veine céphalique, ça a un impact sur les chaînes de dialyse, parce que la veine basilique est toujours beaucoup plus profonde que la veine céphalique. C'est pour ça que la veine céphalique, on la voit sur le bras, alors que la veine basilique, on ne la voit jamais. Ça pose des problèmes quand on fait un shunt brachiobasilique, par exemple, parce qu'il va falloir parfois superficialiser cette veine basilique, parce qu'elle est impalpable, même avec un débit artériel. Donc c'est un peu plus compliqué, c'est pour ça que c'est en général le drainage céphalique qui est privilégié. Alors on essaie de mettre un petit garrot pour mieux apprécier le calibre de ces veines. Alors le temps que le shunt soit mis en place, que ce bilan soit fait, les patients vont avoir un cathéter de dialyse en général double lumière, un cathéter de Cano, qui maintenant est implanté par voie jugulaire, avant il était implanté par voie sous-clavière, ce qui était une bêtise. Pas une bêtise. Ça induit pas mal de complications, puisqu'il peut y avoir des complications sous-clavières, et quand on a des complications sous-clavières, bien sûr, on va voir que le shunt est mal parti. Voilà, donc maintenant ils sont toujours mis par voie sous-clavière. Jugulaire, pardon. Là aussi, toujours penser à faire une échographie jugulaire avant de poser les shunts, parce qu'il y a souvent des asymétries très importantes entre les deux côtés. Et il faut essayer de la poser là où la veine est la plus volumineuse, si possible à droite. Alors les fistules. Les fistules sont positionnées comme ceci, c'est-à-dire on garde bien sûr la lumière artérielle, la continuité artérielle, donc c'est une anastomose latérale sur l'artère.
et on va faire une anastomose terminale en coupant la veine, en ligaturant le bout distal pour pas qu'il y ait une réinjection vers la main, et bien sûr biseauter pour augmenter bien sûr la surface du shunt, le diamètre du shunt. Voilà. Donc que ce soit une fistule radiale ou une fistule brachiale, le principe est toujours le même. Donc vous avez ici l'artère radiale, le shunt et le drainage veineux. Alors bien sûr, toutes les fistulos que vous allez voir dans ce cours sont réalisées en général lorsqu'il y a des complications, sinon on ne les fait pas. Donc les veines sont en général plutôt irrégulières comme vous le voyez, et c'est là où siège le plus de complications. Voilà, donc il faut bien sûr, sur une fistule radiale par exemple, il faut bien sûr penser à terminaliser la veine, sinon il y aura une hyperpression dans les veines de la main importante. Quand on explore une fistule radiale, il faut retenir cela, c'est-à-dire que l'afférence à la fistule radiale n'est pas assurée que par l'artère radiale, elle est assurée également par l'artère ulnaire via les arcades palmaires. En général, il y a à peu près 2/3 d'afférence directe et 1/3 d'afférence indirecte via l'ulnaire. Ce qui veut dire que l'artère radiale, ici, va avoir un flux antégrade avant le shunt et rétrograde après le shunt. Donc tout converge vers le shunt. Et ça, on va le voir en Doppler, bien sûr. Donc on voit ici une artère radiale qui est augmentée, une veine très pathologique, et vous voyez que l'artère ulnaire est également hypertrophiée, et via les arcades palmaires, va réinjecter à rétro la fistule. Et c'est pour ça que si, par exemple, il y a une artère radiale qui est insuffisante et que si tout est pris en charge par l'ulnaire, on pourrait avoir un phénomène d'ischémie digitale, un phénomène de vol. Donc la répartition idéale, c'est 2/3 direct par la radiale, 1/3 par l'ulnaire. On verra comment on peut détecter des phénomènes de vol. La fistule brachiale, donc c'est pareil. En général, c'est latéro-latéral aussi, ou latéro-terminal. C'est avec une branche du M veineux, toujours au pli du coude. Et en fonction de la branche veineuse que l'on choisit,